Alors Jean-André Miniconi, à quelques jours du premier tour de cette élection municipale ajaxienne, dans quel état d'esprit êtes-vous? Moi, je suis serein, je suis très très cool. On travaille très bien sur le terrain, nous avons de bons retours. Donc, on continue à avancer. C'est dans ces 15 derniers jours qu'on fait la différence. Les gens sont rentrés de vacances, les gens sont réceptifs. On va gagner des points et des voix maintenant. Est-ce que là, il y a aussi tout un travail de présentation, parce que finalement, auprès des électeurs, parce que finalement, vous n'êtes peut-être pas si connu que ça par le grand nombre des électeurs. Vous êtes un chef d'entreprise Tout à fait. connu d'Ajaccio, mais donc plutôt par le monde de l'entreprise. Comment ça se passe dans ces premiers échanges avec des électeurs qui ne vous connaissent pas nécessairement? Alors, les électeurs me connaissent, mais pas d'un point de vue politique. Lorsque je vais taper aux portes, parce que je fais les immeubles, les gens me connaissent. Forcément. Mais pas d'un point de vue politique, je le répète. Et là, je m'exprime, on discute, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Parce que je suis un enfant de Sainte-Lucie, je sais de quoi je parle, je suis plutôt honorablement connu. Ça se passe bien. Franchement, je suis. Et comment ça se passe pour vous? Parce que c'est vrai que vous vous mettez pour la première fois dans les souliers d'un politique. C'est quand même aussi une mue à votre niveau. Même si vous avez été président de Oui. chambre de commerce, là l'exercice est très différent. Effectivement, c'est très différent. C'est un apprentissage. Moi, je suis quelqu'un de carré, de rigoureux. Je sais de quoi je parle. Quand j'avance un chiffre, je sais que je peux le tenir. Je suis d'un pragmatisme absolu parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes face à vos fournisseurs, vous êtes face à vos clients, vous êtes face à vos banquiers, vous rendez toujours des comptes. Et la sanction elle est immédiate. Hein, si finalement vous n'êtes pas bon ou si vous racontez des bêtises, c'est immédiat. Et là, je m'aperçois qu'il y a toujours un temps de latence, qu'il y a toujours. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous savez, la politique, c'est une arène, c'est un cirque. Donc, je dois faire mon apprentissage très humblement. Mais je le fais. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour le réaliser, évidemment, mais je le fais. Oui, je me suis vraiment immergé. Depuis quelques semaines, je suis très très immergé dans la politique. Mais concrètement, c'est la première fois que vous participez, que vous vous exposez au suffrage universel. Vous avez été élu président de la Chambre de commerce, mais pas par le peuple, Par mes pairs. pas par vos pairs. C'est la première fois que vous vous exposez au suffrage universel. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de cette exposition, de cette campagne? Vous avez découvert, vous êtes un novice en politique, malgré votre expérience dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez découvert au fil de cette campagne? Ce que j'ai découvert auprès des gens que je rencontre. D'abord, une grande entente. Et ils ont besoin qu'on leur parle le vrai. Donc, ils n'ont plus envie qu'on leur explique qu'on va faire plein de choses pour la ville dont ils ne verront jamais les effets. Ils ont des problèmes à régler de suite. Il y a énormément de précarité, par exemple. Il y a des incivilités. Il y a des problèmes de sécurité. Et les gens veulent, en tout cas j'entends, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et dès qu'on est sur le terrain du réel, moi ça me parle, parce que je suis dans la réalité des choses. Enfin, vous n'êtes pas le seul à être sur le terrain du réel. Votre programme est constitué d'un certain nombre de propositions au même titre que d'autres candidats. Qu'est-ce qui fait votre différence et ce pragmatisme dont Mais vous revendiquez? la différence, elle est très simple. C'est quand je dis quelque chose, je sais que je vais le faire. Et ça, c'est... Vous pensez que ce n'est pas le cas des autres candidats? Moi, je ne sais pas. Moi, j'entends des chiffres, par exemple, mon programme fait à peu près 100 millions d'euros. Quand j'entends des programmes qui dépassent les 200 millions d'euros, moi je suis très dubitatif. Pour expliquer clairement, c'est quoi ces 100 millions d'euros? Ils correspondent à quoi? Au montant des investissements que la ville est en mesure de... Montant des investissements que la ville, dans la situation actuelle, peut assumer. Sur la situation sur la durée du mandat. Sur la durée du mandat, ça peut faire 100, 110, c'est difficile de coter vraiment, mais on sait que entre 100 et 120 millions, ça passe, ce sont des renouvellements d'emprunts, ça marche très bien. Tout le reste, c'est de la magie. Après, je suis un financier, je ne vois pas comment ça peut se faire. Très sincèrement, je ne vois pas comment ça peut se faire. Et ça, c'est du pragmatisme. Mais justement, ce monde politique, vous l'avez découvert ou vous en doutiez? Qui étaient les arènes, le cirque, un petit peu de mensonge ou un petit peu de poudre aux yeux, pour certains? Alors je m'en doutais et ils ont eu la confirmation. Moi, la poudre aux yeux, j'en fais pas. S'il y a des gens qui veulent la faire, c'est leur problème. Moi, j'en fais pas. Je suis pour un parler vrai, je raconte pas de bêtises aux gens.
Et j'avance comme ça. J'avance avec mon honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas mentir à des personnes qui me posent des problèmes de précarité. Voilà. On sait qu'on peut faire des choses, on sait comment les faire. Vous parlez beaucoup de chiffres, c'est votre expérience d'expert comptable et de chef d'entreprise. On vous a opposé, vos opposants vous ont rétorqué qu'on ne gérait pas une collectivité comme une entreprise. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec cette observation, du moins d'un point de vue financier. La rigueur que vous appliquez à vos entreprises, elle s'appliquerait également à la gestion de la municipalité? Et moi, je vais vous dire une chose triviale, très simple. 1 euro est 1 euro. Donc, à un moment donné, vous êtes face à vos banquiers. Ça peut être quel dépôt, ça peut être dans les collectivités. Et vous voyez très très bien que Ajaccio est sous-dimensionné en équipement. Et tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité à de quoi investir. Alors, on essaye toujours d'avoir des subventions, tout ça, etc. Mais ça, sur la globalité de la chose, et puis surtout sur la durée, on ne peut investir que ce que l'on gagne, quelque part. Alors, bon, j'ai résumé, parce qu'on a des crédits, on a des subventions, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez une ville qui a une capacité nette d'autofinancement négative. C'est un ménage qui, lorsqu'il a payé son crédit, est à découvert, chaque année. En moyenne de 3 millions chaque année. Et c'est cumulatif. À un moment donné, ça s'arrête. C'est qu'à un moment donné, la gestion des données publiques, il faut la faire sérieusement. On doit des comptes aux contribuables. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables. Et moi, c'est ce que je veux mettre en place. Et puis, de toute façon, lorsque vous parlez avec la population demande la plus grande transparence maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes confronté à des choix d'investissement. Si vous investissez plus d'un côté, dans les charges, par exemple, vous allez moins investir de l'autre. Donc aujourd'hui, il y a des choix d'investissement que l'on doit faire. Alors justement, on va commencer à évoquer de manière très concrète les choix que vous seriez amené à faire, comme aux autres candidats que nous avons reçus dans le cadre de ce rendez-vous. On va imaginer que vous accédez aux responsabilités au soir du 22 mars. Quels seraient, durant les 100 premiers jours de cette mandature, les domaines prioritaires dans lesquels vous souhaitez engager une action déterminée? D'abord, il faut savoir faire plusieurs choses à la fois. Je viens du monde du privé, nous sommes très rapides. On ne peut pas attendre 6 mois, 9 mois. Non. Et c'est pour ça, 100 jours. 100 jours. Et on sait que ces 100 jours, ils comptent dans le cadre d'une mandature qui démarre. Bien sûr. 4 domaines. Le premier domaine, je pense que c'est l'action la plus urgente à faire. C'est même une cause dont tout le monde doit s'approprier. C'est la solidarité. Précarité, solidarité. Il y a énormément de personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas convenables. Nous sommes au XXIe siècle, on a des HLM qui sont dégradés, on a des personnes qui n'arrivent pas vraiment, qui sont en précarité énergétique, des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Ça, ce n'est pas acceptable à Ajaccio au XXIe siècle. Ce n'est acceptable nulle part, mais encore moins chez nous. Première des choses à faire, comme je dis très rapidement, c'est très rapidement. Hein, c'est pas, on va programmer les choses dans 15 jours ou 3 semaines. C'est le 23 mars. C'est le 23 mars, on convoque tous les acteurs de la précarité. Tous. Donc ça va être les associations, ça va être même des gens en situation précaire, ça va être toutes les personnes, les associations. Une parenthèse, à ce sujet, vous faites partie des candidats qui ont répondu à la clé. Alors, la clé, nous allons répondre. Ce sont des associations mobilisées sur la précarité. Nous les avons rencontrés et nous sommes en train de faire une réponse très circonstanciée. Voilà, parce qu'ils ont interpellé tous les candidats pas une pour petite connaître. Page, mais assise de la solidarité, pas pour gagner du temps, pour prévoir très rapidement, dans le mois, des mesures. Mais vous avez déjà une ou deux idées, une ou deux actions que vous souhaitez mettre en place de façon prioritaire? Je continue. Assise de la précarité. Qu'est-ce qu'on peut faire de suite? Je parle de la précarité, puis il y a d'autres actions. Hein. J'en ai 4, je vous dis. Précarité en fonction des revenus. Alors là, il y a un petit terme technique. Généralement, vous êtes éligible à certaines subventions en fonction de votre revenu imposable. Ça ne marche plus. Il faut changer de référence. Il faut le faire sur le reste à dépenser, ce qui vous reste vraiment lorsque vous avez tout payé. Ce n'est pas la même chose. Hein. Vous avez quelques personnes qui peuvent avoir un revenu imposable et être en situation de précarité. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc, première des choses à faire très rapidement, la gratuité des transports pour certaines personnes. Ça peut être fait dans la journée, hein, très, très rapidement.
l'augmentation. Pas sûr que vos transports resteront à l'équilibre financier. Ils ne sont pas, je vous rassure, ils ne sont voilà, déjà ils sont déjà dans une situation très compliquée. Hein. Oui, mais là, c'est pas les transports. obligé de refinancer. Ouais. Non, mais là, attendez, là, je crois que je me suis mal exprimé. C'est la priorité des priorités. S'il y a de l'argent à mettre, c'est là-dedans. Donc, il y a des économies à faire. Et les économies, on va les mettre dans la précarité. Donc, c'est une gratuité des transports, évidemment, parce que les gens n'arrivent pas à circuler. Donc, c'est quand même des besoins fondamentaux, se transporter. Hein, c'est un des besoins fondamentaux. Encore faut-il que les transports fonctionnent. Mais les transports, ils vont fonctionner, les transports. Vous savez, c'est un tout, on pourra en parler après. C'est une question de motivation, une question d'organisation. Les gens ne sont pas mauvais, il faut avoir un vrai contrat avec les agents municipaux, les agents de la CAPA, il faut avoir un vrai esprit, un vrai contrat, je dirais comme un contrat d'entreprise. Il faut savoir où on va, il faut se donner des objectifs, d'accord. Il faut organiser. Alors, on parle toujours des... Non, je peux vous assurer qu'il faut... Donc, gratuité de transport. Deuxièmement, précarité énergétique. Il faut regarder, il y a la majorité du parc HLM est ancien, hein, je crois qu'ils ont plus de... Il y a HLM qui ont plus de 30 ans, plus de la moitié, je pourrais vous sortir le chiffre exact. Énormément d'HLM ne sont plus aux normes. Donc il faut prendre en charge des factures de surplus, je dirais, factures de surplus d'électricité. Là, ce sont quand même deux mesures qu'on peut faire de suite. Sur les HLM, j'ai une question. Ouais. Aujourd'hui, après, il y a d'autres choses à faire. Évidemment. La gestion du parc des HLM est une compétence de la CAPA. On sait que Gilles Simeone et Laurent Marcangeli se sont un peu écharpés sur le sujet quand la CAPA a chippé la compétence à la collectivité de Corse. Gilles Simeone vous soutient. Si demain vous êtes maire, est-ce que vous renoncez à la compétence de la gestion du parc de logements sociaux pour le rétribuer à la CDC ou vous le gardez? Et ça se discute, excusez-moi, ça se discute en conseil intercommunautaire. On ne peut pas comme ça imposer des choses. Ça fera partie des choses dont on discutera, évidemment. Mais au-delà des discussions, est-ce que vous avez déjà un avis sur la question? L'avis, c'est qu'il faut mutualiser les choses. Donc on n'est pas contre, il faut regarder comment ça se fait, évidemment. On peut pas, il faut être dans le pragmatisme absolu, là, d'accord? Et il faut travailler ensemble. Donc s'il y a plus d'avantages, évidemment, on le fera. S'il y a moins d'avantages, ou si on peut faire autrement, regardons. Là, tout est ouvert, d'accord? Mais il faut rester dans le pragmatisme. Donc je vous ai cité deux mesures de suite, mais les mesures de fond, il y en a au moins une autre, c'est qu'il faut lutter un peu contre ces... Comment dirais-je, on a du mal finalement à faire les démarches. On a énormément de personnes, il y a une déshumanisation des démarches. On voit bien que les gens n'aiment pas l'informatique, on voit bien que les gens ne connaissent pas. Vous savez qu'en Corse, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'obtiennent pas toutes les aides, qui renoncent aux aides parce qu'elles ne font pas les démarches. Elles ne savent même pas d'ailleurs qu'elles ont droit à des aides. Donc là, il faut un vrai guichet unique pour que la personne, quand une personne âgée, une personne en précarité, j'ai une personne âgée, une personne en précarité, lorsqu'elle va aller dans ce guichet, qu'on puisse la suivre de A à Z. Il faut un référent unique qui dit voilà madame ou monsieur, il faut faire ci, il faut faire ça, et après renvoyer évidemment vers les associations, renvoyer vers les bons guichets. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire des démarches, surtout quand on est en situation de propriété, c'est très très compliqué et c'est très long. Ça, c'est le minimum de service public que l'on doit aux gens. Donc on concentre vraiment tous les services sur un seul point, évidemment, délocalisé dans les quartiers. Et ça, c'est un minimum. Excusez-moi, ouais. Dans la précarité, est-ce que vous avez pensé aussi aux retraités? Est-ce qu'ils sûr. font partie, certains retraités, parce qu'on sait que la moyenne des retraites en Corse est assez basse, c'est Bien autour sûr. de 700 €. Donc, Ils sont en situation de précarité, c'est ça. bien sûr. Mais la précarité, alors attention, je dis précarité et solidarité. c'est une urgence sociale. en fait. C'est l'urgence sociale, parce que d'accord. aujourd'hui, vous avez des jeunes, parce que j'ai vu le cas récemment, qui dorment dans les rues. Donc il faut aussi prévoir des logements d'urgence. La maltraitance, il faut prévoir aussi des logements d'urgence. Ce n'est pas des choses qui n'existent pas à Ajaccio. Il faut le faire. On peut le faire. Donc, dans ces mesures, un guichet unique, et toujours en rapport avec les associations. On a compris ce que vous Voilà. mettriez en œuvre de façon prioritaire dans le domaine de la précarité. Voilà. Ensuite, il y a trois autres domaines, vous me disiez. Voilà. Bien c'est sûr, important. le tri des déchets.
tri des déchets, on ne sait pas si vraiment il va être mis en place ou pas. Donc, mesure forte. On trie les je suis un petit peu surpris là-dessus parce que il est évident qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a quand même un tri. Enfin, je sais pas, les Ajaxiens, ont l'impression quand même. Il n'y a pas de tri de biodéchets. Il y a du porte-à-porte qui existe en centre-ville. Voilà. Mais oui, le problème c'est qu'il faut l'étendre très rapidement. Quels sont les biodéchets qui sont, entre guillemets, qui posent problème? Ce sont les fermenticides. Donc ce sont les biodéchets. Ceux-là, il n'y a même pas de solution. Moi, je n'en vois pas d'autres. Tri des biodéchets au porte-à-porte avec tarification incitative. Plus on trie, moins on paye. Ça, il faut le faire très rapidement. Et dans le même temps, alors évidemment, il faut l'installer dans les 90 premiers jours. Ça suppose pas mal en termes d'équipement, des choses assez lourdes, non? Parce que pour que cette fiscalité incitative se mette en place, il faut pouvoir évaluer ce que les uns, les autres, Commençons par trier. Dans le collectif. Commençons par trier. Là, vous êtes dans une situation d'urgence, parce que moins on trie, plus on a de problèmes. Donc là, il n'y a plus d'excuses. J'entends qu'on va faire des machines de surtri, tout ça, dans 3 ou 4 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans? On continue à enfouir. Si on met en place, en Balagne, ça s'est fait, dans d'autres villes comme là, ça se fait de partout dans le monde, et nous on est en train de se demander si on a la capacité à trier ou pas les biodéchets. Alors, système archaïque, on met en place les biodéchets. Expliquons ce qu'est le tri des biodéchets en rapport avec les consignes de tri actuellement en vigueur à Ajaccio, où en gros il y a la poubelle jaune dans laquelle on met les emballages, la poubelle du verre et la poubelle du papier, et les biodéchets partent à la poubelle classique. Voilà, donc expliquez la différence avec... Vous avez tous les biodéchets, donc ce que vous mangez, les épluchures, etc., dans un sac spécial, sur un circuit spécial, qui, alors, pour l'instant, malheureusement, il faut rouvrir Vivianil et enfouir, ou peut-être avoir des accords avec la Sardaigne, par exemple, pour les amener en Sardaigne. Mais ça ne va pas durer des années, évidemment. Mais très rapidement, il faudra mettre en place les plateformes de compostage. Mais personne n'en veut. Non, pas qui dit personne. Mais les communes avoisinantes n'en veulent non, pas. Non, c'est pour faire du compost, c'est pas pour faire de l'enfouissement. Le compostage, vous faites du fumier avec, vous faites de l'engrais. Excusez-moi, pas du fumier, vous faites de l'engrais. Il y a des nuisances olfactives. Non, si vous confinez, attendez, ça se fait de partout. Vous confinez, on peut confiner. Il y a des machines, on peut même acheter des machines, des plateformes de compostage. Je veux dire, ça existe, on s'est renseigné. C'est tout à fait réalisable. Il faut en faire 3 parce qu'on a à peu près 9 000 tonnes par an. Une plateforme, c'est à peu près 3 000 tonnes par an. On le met très rapidement en place. Sinon, on va continuer à enfouir. Et même s'il y a une usine de sûreté, on va quand même enfouir. Donc, et le prix d'une machine, par exemple? Vous avez une idée? Non, je ne l'ai pas en tête, mais c'est toujours, vous savez, quand vous faites ce genre d'investissement, demain, vous avez un circuit complet. Je sais qu'une machine de surtruc, ça fait dans les 10 millions d'euros, on est toujours dans les 10 millions d'euros, mais ce qui est important, c'est de mettre la démarche en place. Parce que tant qu'on ne trie pas, on n'avance pas. Tant qu'on ne trie pas, on n'avance pas. On est d'accord. Alors, mais vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, et vous le savez aussi bien que nous, c'est un dossier dans lequel les compétences sont très croisées. C'est-à-dire qu'en tant que maire, vous pouvez agir sur un certain nombre de choses. Il y a également le CIVADEC, il y a la collectivité de Corse qui a bâti un plan. Comment est-ce qu'on peut concrètement avancer? Parce qu'en tant que maire, ce n'est pas vous qui traitez les déchets. Sauf que vous êtes responsable de la collecte au niveau de l'interco. Sauf que dans le plan des déchets de 2016, il est prévu le tri à la soupe fermenticible. Et donc il faut appliquer le plan des déchets. Après le CIVADEC, ça c'est encore autre chose. Le CIVADEC, il y a quand même de tête 3 représentants de la CAPA qui peuvent agir. Et puis même à la limite, si ça ne va pas, la CAPA peut reprendre finalement le traitement des biodéchets. Bon, là, de toute façon, là, vous évoquez quelque chose qui est très important, c'est le problème de gouvernance. Vous avez des intercos, vous avez la collectivité de Corse et vous avez le CIVADEC. Vous avez 3 personnes, enfin, en tout cas 3 entités publiques qui, des fois, ou en tout cas, qui ne redonnent pas de manière uniforme. Et dont on a politisé sûrement la chose. Ou un président d'interco a suffisamment, je dirais, d'autorité dans un dossier comme celui-là, où les compétences sont très croisées, pour faire avancer Première interco de Corse, vous pensez qu'on n'a pas? Mais je vais vous expliquer, première interco de Corse, ça va avancer vite. Hein. Ça va avancer même très très vite. Là, nous sommes pile poil dans une volonté politique. Il y a une volonté et il y a un chemin à prendre. Point.
Vous nous avez beaucoup parlé de biodéchets. J'imagine que vous, si vous accédez aux responsabilités, vous ne réalisez pas une unité ou une usine de tri, de valorisation comme celle qu'imagine un candidat comme Laurent Marcangeli. Et qui est soutenu par Gilles Simeone, je le précise. Non, Qui est votre... Attendez. Non, là, il faut un peu... Bon. Les usines de surtri, c'est-à-dire qu'en gros, vous triez rien, vous mettez ça dans une machine qui va trier. Bon, les machines, elles ne trient jamais très bien. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'arrivent pas à séparer vraiment les déchets humides des déchets secs, donc les biodéchets des déchets secs. En sachant qu'il y a une directive dans 2 ans, 2024, où on ne pourra plus mélanger les fermentescibles avec les déchets secs. Donc là, déjà, on va vers un problème. Hein. On va déjà vers une solution qui est obsolète. La machine de surtri, vous la faites en bout de chaîne, quand vous avez déjà fait un premier tri, pour faire le tri final, pour arriver à 90% finalement de retraitement des déchets. Mais le tri initial, le tri le plus important et obligatoire, c'est le tri des fermentescibles. Et là, il n'y a que la main de l'homme qui sait trier, pour l'instant. Donc la machine de surtri, vous la mettez en fin de chaîne, pas en début de chaîne. Ça devient un non-sens. Et d'ailleurs, quand vous prenez les villes qui sont à la pointe dans le tri des déchets, les machines de surtri, elles sont à la fin, elles ne sont pas au début. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le tri mécano-biologique, ce sont des machines. Bon, ça marche très très mal. Il y a beaucoup de villes qui arrêtent. Donc après, moi je n'ai pas non plus la science incluse, je vais bien tout étudier. Mais pour l'instant, de ce que je vois du plan déchets, de ce que je vois des villes qui ont réussi à trier leurs déchets, c'est le tri des biodéchets à la source. Voilà. Voilà ce que je vois. Solidarité, déchets, et il reste 2 points, je crois, qui font parmi vos priorités. Quand je mets en place, quand on mettra en place finalement ce tri des déchets, on va faire aussi un plan de propreté urbaine. La ville, pour nous, n'est pas propre, pour moi, n'est pas propre. Là, il faut de suite doter la CAPA d'équipements performants. On a rencontré beaucoup de personnalités de la mairie de la CAPA. Ça, je tiens à la signaler, des gens qui sont venus nous confier un peu leur désarroi en disant nous n'avons pas les machines, nous n'avons pas l'organisation pour faire notre travail. Ces gens-là, il faut valoriser leur activité et puis il faut les doter de moyens pour travailler. Donc investir. Bien sûr, mais attendez, à un moment donné, dans les fonds d'investissement, je préfère investir dans la propreté peut-être que sur d'autres choses. Donc la propreté, c'est le minimum de services publics que nous devons finalement aux citoyens. Pas vivre dans une ville sale. Dans une ville, quand je dis propreté, c'est également entretien, couper les herbes folles, c'est pas boucher des trous sur les routes, c'est un entretien général, généralisé. Vous allez à Pietral, vous avez des luminaires, il n'y a plus d'ampoules. Il y a propreté et entretien, évidemment. Ça, il faut le faire avec des comités de quartier, voire faire un point avec chaque comité de quartier, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et puis après mettre un plan en place. Alors un candidat en campagne aura du mal à l'avouer, mais pour rendre la ville plus propre, il faut aussi éduquer le citoyen. Est-ce que ça passe par des mesures incitatives 4e point. Allez-y, je vous laisse. 4e point. Donc, merci de la transition. 4e point. Je l'ai dit qu'il y avait un problème évidemment de propreté, un problème d'entretien. Il y a un autre problème, parce que de ces 4 points, évidemment, c'est vraiment ce que me disaient les gens. Hein. Je ne les ai pas inventés, nous n'avons pas inventé ça. Finalement, c'est ce que disent les gens dans les réunions publiques. 4e point, c'est une politique de sécurité urbaine, de tranquillité de sécurité urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui nous disent nous sommes dans de l'insécurité, on ne se sent pas bien, il y a des petits... une commerçante m'a dit qu'elle avait été volée, c'était la première fois que ça lui arrivait. Puis on a un autre problème, alors je vous dis ça, je vais faire la transition évidemment, on a un autre problème qui est en train, qu'on connaît à Ajaccio tous, mais personne ne dit rien, c'est la drogue. Surtout la drogue qui touche les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés, on continue à se cacher, on n'en parle pas. Moi, en tant que candidat, j'en parle. Et j'en parle d'autant plus que les gens et les mères, il y a des gens qui viennent, mères de famille qui viennent me dire, regardez, M. Nicole, dans tel immeuble, il se passe ça, derrière telle école, il se passe ça. D'accord? Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut remettre en route la police. La police municipale, il faut la doter de moyens conséquent. Vous avez un équipement de la police municipale qui n'est pas en très bon état. Regardez les voitures, regardez
ils n'ont pas d'équipement pour travailler. Est-ce qu'il faut l'armer? La police municipale, il faut l'armer. Non seulement il faut l'armer, il faut l'augmenter. Alors, il faut la réorganiser totalement. Il faut faire je pense, des mini-commissariats de quartier. Évidemment, quand je dis commissariat de quartier en relation avec les éducateurs de quartier, il faut faire également de la prévention. Mais il faut que les gens se sentent vraiment en sécurité, avec des patrouilles. Et vous allez voir que là, déjà, il y a des choses qui vont se passer. Il faut vraiment... Alors, évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul, hein, parce que ce n'est pas à la police municipale d'aller courir après les dealers de drogue. Mais au moins, il faut réinvestir les quartiers, il faut que les gens se sentent en sécurité, il faut que les gens puissent se balader tranquillement, et il faut peut-être également coordonner ça avec la sûreté, et surtout avec quelque chose qui ne marche plus en ville, et c'est un véritable scandale, ce sont les caméras. Vous avez 60 caméras, sur 60 caméras, je crois qu'il n'y en a que 10%, c'est ce qui marche. Donc il faut remettre le réseau de vidéosurveillance en marche. Alors évidemment, non pas pour verbaliser les gens. La vidéo-verbalisation, ce n'est qu'une petite partie des choses, mais surtout pour aider la police municipale à faire son travail. La ville de Nice est un exemple en la matière. Il faut peut-être aller voir ce qui se passe là-bas, mais il faut avoir un système de vidéosurveillance adapté, avec une police municipale équipée, entraînée, un nombre suffisant pour investir des quartiers. Si on vous suit bien, il faut remettre de l'ordre à Ajaccio. Il faut remettre de l'ordre. Et là, je fais la transition enfin. Effectivement, s'il y a des incivilités, il faut d'abord éduquer, il faut avertir, et ensuite il faut sanctionner. Oui, si vous avez des gens qui continuent à jeter leurs mégots de cigarettes, ou voilà, non, il faut de l'ordre. À Ajaccio, il faut de l'ordre. Jean-André Micone, parmi ces 4 grands points pour les 100 jours, ne parlez pas du tout de circulation, de stationnement. Et Dieu sait si les Ajacciens c'est le tiennent énormément. J'ai dit, j'ai dit 4 points, mais je file le 4e point, parce que ça sont des choses qu'on peut faire rapidement. Dans le stationnement, il n'y a qu'une seule chose à faire, et je ne sais pas si dans les 90 premiers jours, on va peut-être pouvoir les faire, mais ça sera peut-être dans les 120 premiers jours. C'est déjà pas mal. Mais je vais expliquer pourquoi. Je vais quand même finir sur quelque chose de très important, sur la sécurité. Là, je vous ai parlé qu'on va remettre de l'ordre. Mais je vous ai parlé du trafic de drogue. Bon. On pourrait avoir, finalement, nous, ce qu'on va demander, je ne sais pas si c'est possible, mais que lorsqu'on saisit, ou lorsqu'on arrête des trafiquants de drogue, lorsqu'on leur saisit leurs avoirs, peut-être qu'il faut faire comme dans certains pays, les rétribuer en tout cas l'argent qui a été saisi, ou le patrimoine, à la CAPA ou à la mairie, pour avoir des actions sur la solidarité. Là, vous rejoignez très directement ce que l'on peut entendre auprès des comités anti-mafia qui se sont montés récemment en Corse. Non, exactement, mais attendez, donc, alors, vous parlez, alors moi je parle de criminalité à Ajaccio, je peux parler de mafia, ça ne me gêne absolument pas du tout d'évoquer ce mot, et je terminerai sur ce 4e point en disant qu'évidemment, on sait que l'argent de la drogue, finalement, pour les intérêts financiers, que l'argent de la drogue finance beaucoup de choses. À la mairie, avec mon équipe municipale, il n'y aura aucune porosité avec certains milieux. Nous ferons en sorte qu'il n'y en ait aucune. Là, l'intransigeance, elle est totale. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Concernant... C'est le chef d'entreprise victime de cette criminalité. On rappelle que vous avez été la cible d'un incendie, de 2 incendies quelques mois avant, il y a quelques mois. C'est ce chef d'entreprise victime qui s'exprime là. C'est le citoyen qui veut mettre de l'ordre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'est pas des procureurs, on n'est pas des juges, chacun son métier. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Quand vous voulez accéder à des niveaux de responsabilité tels que maire ou président de la CAPA, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Point. Alors rapidement, parce que le temps passe déjà, sur cette question qu'avait commencé à amorcer Jean-Jacques. Oui, pourquoi je n'ai pas mis la 4e mesure, mais tout simplement parce que dans la circulation, il y a une chose à faire, mais ça dépend évidemment des commandes. Il faut avoir 2 bus, des bus de 30 places qui irriguent la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le centre-ville, évidemment, on ne circule pas, mais il faut mettre à la disposition des Ajacciens 2 navettes pour faire le tour de la ville. Donc des gens qui viennent se garer par exemple au parking du Margounage, il y a la navette qui tourne tout autour de la ville, qui revient avec une navette en sens inverse par exemple, une place Millau, qui se croisent déjà pour essayer
Fluidifier un de- petit peu, et puis la ville, pour que les gens essayent parce que bon, on a la ville, on a un centre-ville qui se meurt quand même. Hein. Alors, on a parlé des grandes lignes de votre programme. On va parler un petit peu de la campagne et de l'aspect plus politique. Aujourd'hui, la question revient depuis plusieurs semaines. Les gens s'interrogent sur la stratégie qui est la vôtre et celle de vos partenaires naturels que devraient être Corsica Libre et le PNC, la liste incarnée par Jean-François Casalt. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous partez séparés à la course au strapontin municipal, alors que la recette qui a fonctionné depuis maintenant 2017, c'est l'union à chaque scrutin? Alors, je reviens un peu sur la manière dont cette liste a été élaborée. L'ADN, en tout cas mon ADN, c'est l'ouverture sur des municipales où je considère que les problèmes que nous avons à gérer, les problèmes de la précarité, sont tellement importants, tellement complexes, qu'on ne peut pas les envisager ou les résoudre par le prisme d'un courant idéologique. C'est-à-dire que je me nourris des différences de mes partenaires, évidemment, forte ossature ferme, je reviendrai après. Il y a Europe Écologie. Je pense qu'un des enjeux de cette campagne, ce sont les enjeux environnementaux. Avec ce PLU qui a bétonisé toute cette ville, il n'y a pas un îlot de fraîcheur. Enfin, bon, cette pollution, vous savez qu'un jour sur deux, la pollution, la qualité de l'air est soit moyenne, soit médiocre à Ajaccio. Donc Europe Écologie, ils sont experts en la matière, ils sont là pour donner cette impulsion, ce souffle, pour qu'on rentre dans ce défi environnemental. Hein. Il y a Génération S, il y a des gens de droite, de gauche, des gens de la société civile qui ont envie de s'impliquer. Donc c'était vraiment une ouverture totale. Ce n'est pas le choix qu'a fait en tout cas le PNC et Corsica Libre, qui sont restés dans une démarche beaucoup plus nationaliste. Nous sommes sur une démarche d'ouverture, sauf que nos fondamentaux, les nôtres, nous les conservons, et toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette liste en les ont. C'est la défense évidemment de notre terre, parce que évidemment quand vous ne maîtrisez plus votre terre, vous ne maîtrisez plus votre développement économique, et surtout vous ne maîtrisez plus les enjeux environnementaux, la défense de notre identité. Quand on voit toutes ces incivilités, ces problèmes de drogue, c'est peut-être qu'on perd notre identité, on n'arrive plus tous ces liens sociaux se cassent finalement, c'est un problème de lien, hein, il faut le savoir. Alors, défense de l'identité, défense de la langue, c'est ça. Et surtout, nous sommes tous d'accord pour avoir une autonomie, je dirais, de plein droit, de plein exercice. Donc ça, ce sont nos fondamentaux. Mais je reviens sur la stratégie. Vous savez très bien, vous êtes bien placé pour savoir, et vos partenaires également, que déloger M. Marcangeli de la mairie ne pourra pas se faire tout seul. Vous serez obligé de nouer des alliances. L'alliance qui semble la plus naturelle, c'est celle de Jean-François Casalt. Est-ce que les électeurs ne sont pas désarmés quand ils observent qu'en amont du premier tour, l'union n'est pas abordée ou peu, alors qu'elle est déjà envisagée à l'horizon du second tour? Ouais. C'est difficilement lisible comme stratégie. Lisible. Pour nous, c'est très lisible. C'est-à-dire que nous avons une liste d'ouverture avec des courants qui nous rejoignent. Donc nous, on est bien dans le basket. Mais ça ne suffira pas pour gagner. Attendez. D'abord, on gère notre premier tour. Il faudra laisser le soin aux Ajacciens de décider qui vont mettre en tête, qui sera en position de rassembler derrière. Donc laissons ce choix aux Ajacciens. Ensuite, les alliances, évidemment, elles sont envisagées. Elles sont envisageables le plus largement possible. Nous, je suis un homme de paix, de concorde, je suis là pour rassembler, je ne suis pas là pour diviser. Donc il est tout à fait évident qu'on discutera des alliances en fonction des résultats du premier tour. On ne va pas les discuter maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Au niveau des alliances, excusez-moi, vous avez dit ce serait des alliances dans l'éthique et la transparence. C'était quelque chose de très important. Alors, vous voulez dire quoi exactement? Alors, je ne vous ai pas parlé de quelque chose, mais c'est important et vous faites bien finalement, je l'ai oublié. Merci de m'avoir aiguillé là-dessus. Je dis, j'ai ma vision de personnes qui arrivent en politique. D'accord? Une vision très simple. Il y a une réalité qu'on ne peut pas finalement nier. La réalité, il faut l'accepter comme telle. Vous avez des hommes. Vous savez, les hommes, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais là aussi, il faut les accepter. La troisième chose, le paramètre sur lequel on peut jouer, c'est sur la méthode.
Et si on joue sur la méthode, peut-être qu'à terme, on peut faire changer cette réalité, on peut améliorer. La méthode, c'est quoi? C'est l'éthique, la transparence et la démocratie. L'éthique, je reviens dessus, je vous donne des exemples, hein. C'est un ensemble de règles morales, évidemment, c'est la définition du dictionnaire. L'éthique, c'est gérer de manière équitable et honnête une entité, qu'elle soit privée ou publique. On n'embauche pas notre famille, on n'embauche pas si on n'a pas besoin d'embaucher, on ne pourvoit que les postes, d'accord, par un plan fictif, pas d'emploi de complaisance. Les HLM, quand on les attribue, c'est sur des critères objectifs, on ne fait pas plaisir aux copains. Ça c'est de l'éthique. Et vous déplorez que toutes ces règles n'aient pas été appliquées pendant... Jusqu'à présent, quoi, voilà. Moi, je vais vous donner simplement un exemple. Quand vous avez une masse salariale CAPA plus mairie, qui en l'espace d'une mandature augmente de 9,8 millions d'euros, et qui met à mal finalement l'équilibre financier. Oui, mais excusez-moi, quand vous dites qu'il faut par exemple plus de policiers municipaux dans les rues, vous allez vous-même mécaniquement faire augmenter la masse salariale. Mais justement. Et alors, si on rentre dans les détails. Non, mais c'est juste pour comprendre la cohérence. Si on reste dans les détails, d'abord, il y a déjà énormément de personnes qui sont en maladie, plus que de mesures. Donc il y a quand même un problème de cohésion dans la gestion humaine et sociale de la mairie. Les gens, il faut parler avec eux, il faut les remotiver, il y a tout un vrai travail. Vous savez, la première richesse d'identité, c'est l'homme. Alors, on essaye toujours de faire des économies à droite, à gauche, de faire des plans sur la comète. La première des richesses, c'est l'humain. Moi, je l'ai appris dans mes entreprises, j'ai redressé des entreprises en difficulté. Je n'ai pas licencié, on a simplement mis des plans de travail, on a réorganisé. Finalement, avec les mêmes personnes, on a fait beaucoup plus de choses. Là, il y a des gens qui sont en maladie. Vous allez voir qu'en parlant avec eux, en réorganisant les plannings, on a vraiment en maladie, on pourra faire des mutations internes. Quand je dis qu'il faut maîtriser la masse salariale, c'est qu'il ne faut pas remplacer systématiquement les gens qui partent à la retraite. Je vous dis, on fait des économies quand vous ne remplacez pas systématiquement les gens qui partent à la retraite. Donc, ce n'est pas incompatible. Ce qu'il faut, c'est un vrai plan de charge. Ce qu'il faut, c'est il faut un vrai contrat. Il faut un vrai contrat. C'est ça, la transparence, c'est dire aux membres, en tout cas aux employés de la CAPA et de la mairie, voilà ce que l'on veut faire comme projet, on va le faire ensemble. Et la transparence, c'est celle-ci. Alors juste pour reprendre l'éthique et la transparence et la ramener au niveau politique, c'est de là d'où on était c'est au nom de cette éthique et de cette transparence que vous n'avez pas été en mesure d'envisager le rapprochement qu'évoquait Jean-Philippe tout à l'heure avec le PNC. Il y avait une démarche, il y a eu des démarches parallèles qui ont été faites. Je vais revenir à la transparence et la démocratie, parce que vous m'avez coupé, je vais revenir dessus. Et sur la transparence, excusez-moi, sur cette union, il y avait deux démarches parallèles. À un moment donné, les parallèles, par définition, ne se croisent jamais. Alors là, c'est un terme de mathématiques, effectivement, les parallèles ne se croisent jamais, mais c'était à l'époque, donc peut-être qu'un jour elles deviendront séquentes, mais il y avait deux démarches qui ont été faites. Alors j'enlève parallèle, parce que vous avez raison, donc vous avez fait des maths, vous, donc je enlève le terme parallèle. Il y a deux démarches qui ont été... moi j'étais très très avancé dans ma démarche, hein, lorsque M. Casat a commencé, et donc on a choisi deux voies. On ne s'interdit pas de parler ensemble pour le second tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de perdre l'électeur quand les stratégies sont mal définies? Est-ce que ce n'est pas le cas concernant vous et votre partenaire? Moi, personnellement, moi de mon côté, de la part de mon électorat, je ne pense pas du tout. Parce qu'il y a un terme qui revient souvent, c'est la politique. Est-ce qu'on n'est pas la lisière de la politique là, quand on définit des stratégies parallèles pour faire l'union au second tour? Moi, très sincèrement, en tout cas, si je rentre en politique, si je veux faire de la politique, c'est surtout pour ne pas faire de politiquer. Et d'abord, nous voulons faire imposer nos idées. D'accord? Alors que là, moi, je pense qu'on n'y est pas du tout dans la politique. Au contraire, on a une démarche claire avec nos électeurs, transparente, pas d'accord dans le dos des électeurs. Le jour où on décidera de négocier, on négociera. Je pense que c'est la même chose de leur côté. Et puis, je pense que c'est le plus simple possible. Enfin, moi, là, franchement, je pense qu'on se fait de la politique fiction. Là, on fait un premier tour, chacun vraiment avec son programme, chacun avec ses envies, puis on verra ce qui se passe. La politique, elle, c'est essayer finalement de faire a priori des calculs en disant si on fait ça. Non, on avait des démarches claires, on les fait, après on verra ce qui se passe. C'est ne pas mentir aux électeurs. Ne pas mentir aux électeurs. Je reviens un tout petit peu sur l'éthique, la transparence et la masse salariale. Dans la masse salariale, il y a les indemnités des élus.
Vous, en tant que président de la Chambre de commerce, vous aviez renoncé à vos indemnités. Est-ce que ça pourrait être réédité dans le cadre... Je vais vous dire, vu l'état, et je ne le connais pas totalement parce que je ne suis pas aux affaires, vu l'état de la mairie, je pense très fortement que par mesure d'exemplarité, je ne prendrai pas de salaire et je baisserai les indemnités des adjoints. J'en suis là, je vous le dis franchement. J'en suis là. Ce sont des mesures d'exemplarité. On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts dans l'organisation si déjà les élus, le maire et les élus, n'en font pas. Et si vos adjoints sont issus de la liste opposée, est-ce qu'ils est accepteront de... Ça fait partie d'un contrat, d'un vrai contrat de mandature avec de la transparence. Entre les deux tours. Entre les deux tours. En 48 heures. Même pas, en nuit. Alors, on arrive bientôt au terme de cet échange. Alors, très très rapidement. De mots, transparence. On doit justifier tout l'argent public aux électeurs. Voilà. C'est pas, Margaret Thatcher disait il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent du contribuable. Démocratie, c'est demander sur les grands projets l'avis aux citoyens. Donc c'est quoi? C'est des référendums réguliers? C'est référendums réguliers. C'est un budget participatif, c'est mettre une somme, 5 ou 6 euros par habitant, ça fait 350-400 000 euros, à la disposition d'un comité extra-municipal pour gérer sur des sujets très précis, ça peut être environnement, quartier par quartier, des investissements. Ça, j'y tiens beaucoup au budget participatif. On va terminer juste sur quelques éléments personnels. Vous aviez annoncé, alors pas directement votre candidature, mais le fait que vous étiez quand même intéressé par cette élection municipale, Ouais. très très en amont, quasiment, allez, 1 an et demi, peut-être, je sais pas. Je m'en souviens bien. 2 ans, oui, bien, lors d'une émission télévisée. Oui. Mais on va très en amont. Quel est en fait quel était déjà à l'époque votre ressort personnel? Qu'est-ce qui fait que le chef d'entreprise que vous êtes s'est dit à un moment donné, ah bah tiens, pourquoi pas finalement s'engager dans cette élection municipale? L'avenir, le devenir de la ville d'Ajaccio, c'est l'affaire de tous. Depuis quelques années, je vois que, en tout cas, j'ai constaté que la ville est régressée en termes d'urbanisme, en termes le centre-ville se meurt, beaucoup d'embouteillages. Enfin bon, c'est la qualité je pense que la qualité de vie, je suis certain que la qualité de vie des citoyens a baissé. Je ne vais pas gueuler en disant c'est scandaleux tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. Vous auriez pu Je vous mets mon contenter expérience. de Je ne faire suis pas le d'accord. constat amer. Oui, mais le constat C'est quoi le amer, je ressort ne suis qui pas fait un homme de constat. Je ne suis pas un homme de constat, je suis un homme d'action. J'ai de l'expérience en tant que chef d'entreprise. J'ai des qualités. Et je veux les mettre au service de ma vie, tout simplement. Parce que je pense que je peux amener des choses. Si je pensais que je ne pouvais rien amener, effectivement, je n'aurais pas franchi le pas. Là, j'ai 30 ans de... En tout cas, ça fait 30 ans que je travaille. J'ai 130 salariés, je sais gérer des budgets, je sais gérer des hommes, j'ai remonté des entreprises en difficulté, je sais gérer un projet, j'ai de l'expérience, j'ai de la compétence, je veux simplement la mettre au service de ma ville. Justement, la gestion d'une commune, de la première commune de Corse, semble incompatible avec votre activité de chef d'entreprise. Il faudra mettre votre activité professionnelle entre parenthèses. Vous y avez pensé déjà? Mais bien sûr, comment peut-il en être autrement? Ça serait mentir aux électeurs, ben, je vais faire les deux. C'est un travail à temps plein, voire plus. Très bien. On arrive au terme de l'entretien. Peut-être juste un dernier mot. Là, vous avez 2 minutes. On a commencé un petit peu à envisager ce qui pouvait faire votre différence par rapport à d'autres candidats. Il y a un point sur lequel vraiment vous voulez insister auprès de ceux qui écouteront cette vidéo, qui effectivement pourraient les décider à aller dans votre direction d'ici quelques jours, à l'occasion de ce premier tour. Je suis un homme, quelqu'un de pragmatique, très sérieux. Je sais où je vais. Je ne mens pas. Ça, c'est important. Nos projets sont centrés sur l'humain, l'amélioration du cadre de vie de l'Ajaccien. Les grands défis, nous voudrions aller vers une ville verte, donc une ville soucieuse d'environnement. Quand je dis ville verte, c'est une ville où l'air ne soit pas pollué, où on ait une ceinture de maraîchers autour d'Ajaccio, où on puisse acheter donc leur production bio, aussi bien pour les cantines que pour les portages, que pour les citoyens. Une ville dépolluée avec des transports en commun hybrides qui ne polluent pas. Une ville avec finalement des vraies pistes cyclables
peut aller de la Parate à Portige, nous avons fait un projet, ça c'est pour la Ville Verte, une ville qui soit un phare méditerranéen avec la citadelle. Nous avons un joyeux, la citadelle, il faut vraiment faire quelque chose, il ne faut pas la rater. Une ville solidaire parce que finalement la qualité de vie c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour certains. Ayatchou partout, c'est le sens, hein, c'est le sens même de notre engagement. Et tout ça vraiment en retrouvant notre identité, hein, on ne se respire tout court. Merci Jean-Dominique. C'est ma remercie.